Écoutez, d'ailleurs, c'est un honneur que la commission m'ait invité et que je puisse vous adresser la parole en premier. Habituellement, on m'invite pour que je parle à la fin. Alors, je suis habitué de faire souvent mes synthèses. Mais là, je vais faire une synthèse avant, mais pas la synthèse de tous les propos, mais mon objectif à moi. On reprend le reste. C'est bon. Alors, l'objectif ici qui m'a été demandé de faire, c'est de mettre un peu la table. Mettre la table devant la complexité de ces questions-là. Parce que ici, je pense que si on veut faire un travail comme on le fait à la commission, l'idée est d'essayer de ramasser les différents points de vue et être capable d'avoir une perspective globale et essayer d'intégrer tous les points et personne n'a une religion à défendre ou quelque chose à imposer. Et donc, c'est ce travail-là qui est un travail de dialogue social que nous devons faire. Et pour le faire, il faut se donner des cadres de référence. Et donc, le but de ma présentation, c'est un peu de mettre la table sur les grandes questions qui vont habiter tous les conférenciers, conférencières, qui vont habiter nos discussions, et donc de pouvoir essayer au moins d'avoir ces cadres-là. Le deuxième but, à partir de là, évidemment, c'est nous amener déjà à s'interroger sur nos perspectives. L'approche, il faut une approche réflexive. Souvent, dans tous ces domaines-là, on a des convictions parce qu'on est engagé, on fait des choses, mais on n'a souvent pas la distance par rapport à nos positions de base, ce qui rend le dialogue assez difficile. Donc, ce que je propose ici ce matin, c'est de vous présenter trois grandes questions qui sont interreliées. Et ces questions-là nous amènent à nous interroger sur les points suivants. D'abord, il faut arriver à se positionner. Comment est-ce que vous pensez le développement technologique? Parce qu'on parle beaucoup d'accompagnement du développement, mais c'est quoi ça, le développement technologique? Comment est-ce qu'on pense le développement technologique? Personne ici, on n'a pas la même vision. Et il suffit d'être en sciences humaines comme moi, dans un département, dans un institut d'innovation pour s'apercevoir que je n'ai pas la même perception que mes collègues ingénieurs quand il s'agit de parler et de penser le développement technologique. On n'a pas la même vision. Le marché aussi n'a pas la même vision du développement technologique. Donc, il faut s'interroger, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est pour nous? Et donc, essayer de se fixer selon différents modèles, comment on pense le développement technologique. Parce que ceci est la condition première, et c'est pour ça qu'on revient, quel rôle joue la santé là-dedans, parce qu'on dit au-delà de la santé. Donc, qu'a fait tout ce développement technologique pour qu'on puisse dire la santé a pris tellement de place derrière ça? Qu'est-ce que ça vient faire? Et une fois que nous aurons réfléchi autour de ça, la deuxième grande question, c'est celle, la grande question, qu'est-ce que l'éthique? Qu'est-ce qu'on veut mettre de l'éthique là-dedans? Qu'est-ce qu'on dit? C'est quoi de l'éthique? C'est quoi nos conceptions de l'éthique? Il va y avoir autant de conceptions de l'éthique ici. Et donc, si on veut essayer de penser, il faut essayer de réfléchir nos modèles de ce que nous mettons comme éléments de l'éthique. Et c'est pour ça que je vais traverser certains enjeux éthiques qui sont là, vous êtes capable de lire aussi bien que moi, et c'est ceux-là que je vais ici essayer de présenter tout au long. Et le troisième élément, évidemment, c'est comment on met de la démocratie dans tout ça. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme levier démocratique? Comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on peut asseoir la démocratie dans des questions aussi complexes que ce débat de la science? Et donc, on va réfléchir sur qu'est-ce qui a été mis en place, les éléments autour de ça. Donc, voilà pour moi les trois grands thèmes qu'il faut réfléchir ensemble. Le développement technologique, c'est quoi l'éthique quand on veut mettre l'éthique là-dedans et comment tout ceci s'enracine à l'intérieur de la démocratie. Alors, si vous êtes prêts, on commence. Je vais vous présenter, alors pour le développement technologique, à partir donc comprenez bien que ce que je vous présente, ce n'est pas quelque chose seul, je parle, mais je fais partie d'une équipe de recherche, qui est le groupe de recherche Internels, avec notre responsable, Joanne Patnaud d'ici, j'ai d'autres collègues ici, et ça, c'est le fruit de plusieurs de nos discussions, donc je suis le porte-parole d'un groupe qui a réfléchi là-dessus depuis déjà quelques années. Et
les éléments qui sont amenés aujourd'hui. J'ai essayé, moi, de les caractériser avec des recherches récentes, ce que j'appelle le modèle de l'ingénieur pour penser le développement technologique, et c'est pas négatif, comparativement à un modèle plus qui vient de la technoscience avec Bruno Latour, qui est plus un modèle de sciences humaines. Et là, la science humaine et ingénieur pas nécessairement le même modèle, la façon de penser le développement technologique. Et donc, on va essayer de faire le tour rapidement de ces éléments-là et quelles en sont les caractéristiques. Pour caractériser le modèle de l'ingénieur, je pars justement ici, c'est que le point de départ de l'ingénieur est toujours un défi technologique. Alors, quand vous êtes avec des ingénieurs, et on le voit bien comment, comment la nano a développé, quelqu'un, Ferdinand, arrive en 59 et dit « There's plenty of room in the bottom », il y a de l'espace en bas. OK, je lance un défi aux ingénieurs, puis vous mettre l'encyclopédie britannique sur une tête d'épingle. Allons-y, voici le défi lancé. Et pour moi, c'est caractéristique. L'approche d'ingénieur que je connais, c'est juste, c'est un défi. Il y a quelque chose un défi, puis c'est un beau défi à remonter au point de vue ingénierie. Lors d'une conférence d'un professeur américain au 3IT, où nous sommes, j'étais fasciné de regarder ce conférencier qui lui disait en robotique, il nous regardait et disait « Pouvez-vous vous imaginer ce que ça représente d'essayer de faire un robot qui est capable de prendre une tomate, de la pivoter pour l'arracher de son pied sans briser le pied et être capable de la retirer sans écraser la tomate pour faire une purée de tomate. » Ça, c'était pour lui le moment clé, son défi technologique. Évidemment, en éthique, après, il dit « Oui, mais à quoi va servir le robot enlever des tomates? Pourquoi? Là, on va justifier. » Non, mais comprenez bien, on peut remplacer la main-d'œuvre, il va y avoir des éléments sociaux, mais c'est pas là l'enjeu. Comprenez bien. Et c'est simplement ici, c'est normal. Dans le défi d'abord, on est des ingénieurs, on a un défi technologique, on veut penser de surmonter le défi technologique et le côté d'utilisation ou d'usage vient après. Et donc ici, ça c'est l'élément. Et quand on va... L'ingénieur, sa deuxième caractéristique, c'est qu'il va relever le défi, mobilisation théorique, comment est-ce qu'on le fait, c'est quoi les équations, comment est-ce qu'on peut arriver à modéliser ça, et technique, comment je peux faire comme mon robot dans le bras articulé, qu'est-ce que ça va prendre, etc. Et donc, ce qu'on voit dans ce modèle de développement, c'est qu'on arrive essentiellement avec un résultat, un dispositif, mais qui n'a pas de finalité. J'ai un bras articulé. Après coup, je pourrais dire quoi? Où est-ce qu'il va aller? Puis il va faire quoi? Donc, dans cette étape-là, vous voyez bien, c'est qu'on crée des dispositifs, mais l'usage n'est pas là. Il n'y a pas de destination déjà précise. Et donc, ce qui fait, par exemple, comme nous, on sait qu'au cœur, maintenant, on veut développer des senseurs de ci, des senseurs de ça, j'en ai même un dans le bras. On développe toutes sortes de senseurs pour capter de l'information. Oui, mais dans le but de quoi? Puis de faire quoi? Puis ça va aller où? Puis à quelle place? Ce n'est pas le premier souci. Le premier souci est de déterminer et d'arriver à faire ce dispositif, à créer ce produit qui va, une fois qu'il est là, qui va avoir une fonction très générale. Donc, OK, on a un capteur, et là, ce capteur-là, c'est un capteur de pression, ou bien j'ai un capteur, et là, je dois penser dans quel usage je vais le faire. Et ça, c'est important chez nous de toujours distinguer le produit de l'usage. Parce que ça vient jouer, n'est-ce pas, dans la commission. Est-ce qu'on évalue un produit, ou on évalue un usage quand on fait une évaluation éthique? Voilà, ça a des conséquences énormes à l'heure actuelle, ces distinctions-là. C'est pour ça que je vous les apporte. Donc, c'est uniquement à partir du moment où je dis « Ah, quand je vais le mettre dans tel usage, par exemple, tel semelle ou ceci », que là, on commence à penser un usage social et que là, d'autres horizons apparaissent. Et c'est ce qui va faire que dans ce modèle, on a pensé, on a relevé le défi technologique, on a fait le dispositif, on l'a mis dans une semelle ou on l'a fait et là, on va commencer à dire, bien là, il faut le commercialiser. Et donc là, c'est l'entreprise de la start-up.
comme toutes nos facultés de génie ont essayé d'avoir leur propre start-up, c'est à grande mode à un moment donné, il faut partir, nos ingénieurs vont partir Et donc, une fois dans start-up, là, on va finaliser le produit pour qu'il soit stabilisé, pour pouvoir l'entrer dans sa phase commerciale. Et là, on va s'en aller vers un marché ciblé. Et c'est là que vont apparaître les intérêts. On est rendu à cette étape-là, puis là, les usages, oh mon Dieu, regardez donc, pensez aux OGM, là, on est rendu là, après. C'est pas antérieur, c'est vraiment après, parce que le modèle de commercialisation ici, il vient à ce moment-là. Et ce qu'on aperçoit aujourd'hui, qui est le grand défi, c'est le problème des startups et le fait qu'ils ne passent pas à une commercialisation générale. Il y a beaucoup d'échecs. Et cet échec-là, on appelle ça la vallée de la mort. Alors, dans toutes les conférences sur le développement technologique, vous êtes concentrés sur la vallée de la mort et voici ce que ça représente. Alors, la Death Valley, là, on voyait tous les processus que je vous ai mentionnés. J'ai parlé, je fais l'amorçage, start-up, là, ça tombe avant le plein développement. Et tout le monde se focalise aujourd'hui essentiellement autour de ce point de chute dans ce modèle-là. Et toutes les conférences encore récentes qu'on a eues, qui s'est fait au 3IT, tournent comment éviter cette vallée de la mort. Parce que l'enjeu est essentiellement économique. Donc, ce qu'on veut éviter, c'est qu'on a déjà investi beaucoup d'argent dans le développement pour se rendre jusque-là. Et là, ici, c'est l'échec et on va essayer d'éviter ceci. Si on prend à partir de la technoscience et un modèle comme celui de Bruno Latour, ce que ça nous donne, c'est qu'on pense le développement d'une autre façon. Avec le modèle de Bruno Latour nous amène à regarder que le développement scientifique n'est pas innocent. La science pure n'est jamais pure, est toujours dans une société, il y a toujours de l'argent qui bouge en quelque part. Et la science ne peut se développer sans argent. D'où vient l'argent pour motiver la recherche? Donc, on sait depuis longtemps que la défense nationale et la défense nationale et tout le rôle de financement pour la défense nationale, qu'on pense aux robots, aux drones, tout ceci, reste toujours une source majeure de financement du développement technologique aujourd'hui. Mais l'autre pôle sur lequel notre économie essaie de se baser, c'est celle sur la production de masse. On peut rentrer un produit, faire de la production de masse et effectivement, à ce moment-là, arriver à assurer. Et donc, si on regarde toute la vague autour des nanos et tout l'investissement public qui s'est fait autour des nanos, c'était essentiellement de dire, écoute, on va avoir des peintures, on va avoir des produits nanos qui vont faire en quelque sorte qu'on va être capable ici de dépasser la fameuse vallée de la mort. On va être capable ici d'arriver à cette commercialisation-là. Quand vous avez une vision qu'on part de la réalité économique et on part de la société pour assurer le développement, ça vous amène nécessairement à partir avec la détermination du marché. Donc, je ne sais pas si vous voyez la grande différence avec l'autre modèle, où on ne part pas avec c'est quoi la réalité sociale, on regarde juste, il y a un défi à relever. Et donc ici, quand on va avec la niche économique, on s'aperçoit pourquoi tout ce développement de la robotique est principalement au Japon. On a un problème du vieillissement de la population, puis on n'a pas assez d'enfants pour en prendre soin. Donc, il va falloir trouver une solution. C'est aussi simple que ça. Il nous faut des robots. Donc, comprenez bien, quand vous avez cette perspective-là, c'est que vous allez regarder avant tout la niche. Où est-ce que je suis capable? Pensez à tous ceux qui font des recherches là, à l'heure actuelle. Là, des gens comme moi, on est de plus en plus à la mode. Pour être vieux en santé, dans des maisons adaptées. Puis, écoute, ils appellent ça Silver Economy en France. Donc, on connaît bien. Et c'est là, c'est en train de développer tout un marché parce qu'on le sait. Ils ont de l'argent, ils sont retraités, et c'est un marché, puis il faut assurer. Et là, les produits de surveillance, les produits d'alerte, ils sont des bons consommateurs de tout ça. Donc ici, vous avez une approche qui essaie, voyez-vous, d'identifier déjà un usage potentiel. On est déjà dans l'usage potentiel rentable, et donc la pensée de la technique, elle ne vient pas tout de suite. C'est le besoin qui va amener, face à ces usages-là,
à regarder l'usage, à regarder dans ta société, y a-t-il des résistances à ça, et à préparer le marché. Écoutez, avant qu'on mette des robots pour s'occuper des personnes, il va pouvoir habituer la mentalité qu'une machine est capable de prendre soin, il va pouvoir modifier des perspectives et modifier ici des attentes. Donc tout ça se prépare, c'est pas pour rien qu'on en parle tant d'avance, parce qu'il faut préparer le marché à ces réalités-là. Et donc, vous voyez que quand vous avez ce modèle, la question apparaît toujours plus tard. J'ai tel besoin, j'ai telle autre chose. Donc là, il faut fabriquer un robot capable de prendre soin des gens. Donc, capable, comme ma fameuse tomate, là, c'est la personne que je suis capable de prendre, je suis capable de faire ceci. Et donc, vous avez déjà l'usage qui vient tamiser le développement. Et plus que l'usage vient tamiser le développement, plus les préoccupations éthiques vont déjà être là. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, on peut comprendre que dans un modèle, les préoccupations éthiques n'apparaissent qu'une fois le fait accompli. Parce que, et vous parlez des ingénieurs, ils disent oui, mais je ne suis pas sûr que ça marche. Pourquoi rentrer? Et ça va être notre autre problème dans l'autre partie de la conférence. C'est à quel moment rentrer l'éthique? Trop tôt, trop tard? À quel moment et en vertu de quoi? Donc, évidemment, tant que l'usage n'est pas là, c'est très difficile de commencer à en voir les répercussions. Donc, une fois qu'on a fait le développement, on relève les défis, et là, on est capable d'aller vers la commercialisation parce que la niche a déjà été préparée. Votre vallée de la mort n'est plus du tout la même à ce niveau-là. Donc, schématiquement, on peut voir ici, ce que j'essaie de reproduire, c'est ou bien vous partez du dispositif. Puis là, les gens vont le créer, vont le tester, puis après ça, ça va aller vers la société, où est-ce qu'on le met, quel type d'organisation, y est-tu en santé, à quelle place qu'on va le mettre, etc. Est-ce qu'on le met, et donc, après coup, les conséquences légales et les jeux sur la culture, ça va aller là graduellement. Tandis que si vous partez d'une pratique économique, là, si elle est définie, bien, tout ce qui est impliqué autour de cette pratique économique va jouer, et déjà là, il y a un enjeu concernant l'éthique ou les conséquences sociales qui va s'opposer à ce moment. Donc, ma conclusion ici. Donc, en réalité, on est dans des modèles hybrides, je dirais. Souvent, la niche économique est très vague, puis on relève le défi, tandis que d'autres, effectivement, vont davantage à, comme on a pu le voir, à essayer de voir quels sont nos problèmes actuels ou quels sont nos problèmes futurs auxquels on est confronté et dont le recours à la technologie va être nécessaire. Et là, vous avez vraiment un renversement de perspective, d'essayer de penser que la technologie est là pour aider à se résoudre des problèmes que nous avons de vivre ensemble dans notre société, plutôt que de penser que la technologie est juste « j'ai monté un défi, puis après ça, j'en sais de le vendre ». Et ça, c'est ces deux perspectives-là qui sont en jeu, et ces perspectives-là sont conflictuelles dans notre société à l'heure actuelle. Donc, dans ce contexte-là, c'est là qu'on a vu apparaître, Edith Delory, la présidente le mentionnait ce matin, tout à l'heure, en présentant la journée, c'est là qu'est apparue toute l'idée d'accompagnement. Parce que l'idée, c'est que, et ça vient d'une de nos collègues de Grenoble, on trouve l'expression très belle, la mise en société des technologies. Lorsqu'on met en société une technologie. Donc, cette mise en société des technologies, c'est là qu'elles vont soulever l'ensemble des problèmes éthiques. Et c'est là qu'on a le défi, la commission est un exemple formidable, le défi à relever de, mais comment est-ce qu'on le fait? Comment est-ce qu'on accompagne? Est-ce qu'on le laisse faire ou si on l'accompagne? Bien, si on le laisse faire, c'est qu'à un moment donné, on va se prononcer sur quelque chose, ça va être une forme d'accompagnement, mais comment on pense ici ces enjeux? Donc, c'est d'ailleurs dans la réflexion aujourd'hui, dans l'article de Joanne Patnaud, il faut la saluer dans Etika de la revue ici aussi. Donc, dans cet article-là, Joanne relève
ces formes d'accompagnement qui semblent apparaître. On emploie le mot, c'est pour ça que vous avez dit accompagner, mais ça veut dire quoi accompagner? Quels sont les outils? Qu'est-ce qu'on met en place? Comment on met cela? Et ça, c'est ce grand défi. Donc, je ne sais pas si vous voyez, selon vos conceptions du développement technologique, vous allez avoir des conceptions d'accompagnement tout à fait qui vont différer. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu mettre la table là-dessus avant de commencer, de poursuivre avec la question de l'éthique. La question de l'éthique, je n'essaierai pas de vous dire que je vais vous définir l'éthique aujourd'hui, une fois pour toutes. Ce que je vais amener ici, c'est l'élément de réflexion suivant, pour éviter des débats de définition, des débats théoriques en éthique. Je suis un théoricien, je suis un philosophe, mais je sais que les pièges des mots et des théories, c'est aussi un piège. La première chose qu'on s'aperçoit très rapidement dans la littérature ou n'importe qui, c'est que devant une question d'une technologie, on dit « Ah, il y a un enjeu éthique ici. Hein? » Ah, il y a un enjeu éthique. Et là comme si une fois qu'on a dit « il y a un enjeu éthique », là, on avait tout dit. Mais effectivement, c'est le premier point. Dire qu'il y a un enjeu éthique, c'est que j'ai fait un diagnostic, il y a quelque chose. Mais il manque de réfléchir, cette fois, à vos conceptions de l'éthique. Comme j'ai demandé à réfléchir à vos modèles de développement technologique tout à l'heure. Quand vous dites un enjeu éthique, ça veut dire que vous avez un cadre de référence en éthique pour dire que c'est un enjeu éthique. Vous dites ça, c'est un enjeu éthique. Là, non, c'est pas un enjeu éthique. C'est quelle éthique vous avez pour dire que ça, c'est un enjeu pour pouvoir en faire le diagnostic. Et d'autre part, quand vous dites qu'il y a un enjeu éthique, essentiellement, l'enjeu éthique est toujours placé en fonction de l'impact d'une technologie. Donc, c'est ce que je veux vraiment mettre l'accent ici, parce que souvent, surtout en philo, etc., on dit tu séquentialistes, tous ces enjeux-là. On a travaillé avec mon collègue Jean-Pierre Bélan et Joanne Pateau, on a amené une réflexion sur comment étaient mobilisés les arguments moraux en nanotechnologie et tout ça, et on s'est aperçu que fondamentalement, même si tu évoques un principe moral, ce que tu fais toujours, c'est de l'appliquer à un impact. Donc, l'évaluation, qu'elle soit morale ou éthique, c'est toujours une évaluation d'impact. Donc, arrêtons, c'est pas que c'est conséquentialiste, c'est juste que ce que tu évalues est un impact de quelque chose. Et ça, c'est important, parce qu'après coup, voyez-vous, vous allez vous demander comment ce dispositif, qui est dans un usage, comment ici, je vais être capable d'identifier cet enjeu éthique. Et ici, dans les modèles, habituellement, et on va y revenir, souvent, on se concentre sur l'impact des composants. Donc, on va regarder, il est composé de quoi? Il y a des nanos, il y a des géants. Et donc, on regarde simplement le produit et on ne regarde pas son usage. Donc, il y a de l'impact des composants, puis il y a de l'impact des usages. Et si vous dites qu'il y a un enjeu de santé, d'environnement, de qualité de vie, c'est que vous avez pris une valeur. Vous avez pris des valeurs pour faire un jugement de valeur tout à fait implicite. Parce qu'en disant qu'il y a un enjeu, vous dites, hey, il y a une valeur qui est en cause ici, là. Puis cette conséquence-là menace telle valeur. Vous avez fait implicitement un jugement de valeur. Alors ça, souvent, nos jugements de valeur sont plus explicités dans nos rapports, dans nos activités, et on a souvent tendance à vouloir les réduire en jugement de fait. Alors, on m'a déjà dit, mais non, genre, c'est un impact, c'est une relation causale sur l'environnement. Tu as constaté qu'il y a un environnement, ça. Mais pour me dire qu'il y a un enjeu éthique là, c'est pas. Il y a autre chose, là. C'est qu'il y avait quelque chose de menacé par cet impact-là. Tu avais un jugement de valeur implicite. Et donc, ici, c'est pour ça qu'il est bien important que déjà, dès le moment que vous mentionnez qu'il y a un enjeu, vous avez déjà mobilisé un jugement de valeur implicite pour nommer cet enjeu-là. Et quand on les rend explicites, ça nous permet d'évaluer, de voir comment on arrive à juger, parce qu'un impact peut augmenter ou diminuer une valeur. Ça peut augmenter la santé, comme ça peut diminuer la santé, etc. Et finalement, retenez toujours que votre décision finale sera toujours la pondération de valeur en conflit. Et que quand on est à la fin, comme société, comme personne,
Hein? J'achète quelque chose, j'ai fait mon analyse, qu'est-ce que ça va me donner, quels sont les impacts de l'usage que je vais en faire, puis finalement, je vais me dire, ça vaut-il la peine de mettre tant d'argent pour le prendre ou pas? Puis je dis, ah, c'est bien trop cher, je ne l'achète pas, puis on fait cette pondération-là. Et donc, ça, c'est les éléments qui, pour moi, sont au cœur, qu'il faut toujours retenir. Peu importe l'éthique. Ça, vous me comprenez, là. Que vous soyez en morale, que vous soyez, prenez n'importe quel philosophe ou n'importe quoi, vous allez toujours avoir à identifier un enjeu, et en le faisant comme ça, vous allez avoir mobilisé des valeurs et vous allez avoir pondéré. Ce que fait un principe moral, hein, quand on veut comprendre la morale à ce moment-là, c'est qu'une morale vient dire il est interdit de faire ceci. C'est que donc le jugement moral a pris un impact, l'a évalué et l'a pondéré en disant le poids est là et c'est pour ça que c'est interdit. Donc ces éléments-là sont toujours présents. Mais si on veut se dialoguer au lieu de se lancer, toi tu es en morale, toi tu penses ceci, telle morale, et éviter ces faux débats pour la réalité de ce que nous avons à vivre et à trancher dans nos sociétés, il faut davantage aller dans cet arrière-plan-là et regarder ce qui se joue. Ça va, ça? Ah! À partir de ça, on va regarder ce qui se joue à l'intérieur de ces jugements-là qui se font dans la gouvernance juridique. Donc, comment est-ce que le droit, à l'heure actuelle, arrive à faire cette identification, évaluation, pondération à l'intérieur de la gouvernance juridique. Alors, ce qu'il faut, et là encore dans nos travaux de notre équipe, on a développé une compréhension de l'enjeu de la gouvernance juridique en distinguant ici ce qui, à l'heure actuelle, cette distinction qu'on va retrouver en droit autant au Canada qu'aux États-Unis, cette distinction qu'on fait entre le SSE, c'est-à-dire sécurité, vous voyez valeur, sécurité, santé, environnement, qu'on va distinguer des dimensions éthiques, légales et sociales. Et ça, dans la culture du droit, c'est deux univers. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est que dans la culture du droit réglementaire, cette distinction SSE-ELS vient jouer de façon à ce que, voyez-vous, le droit va mobiliser son évaluation uniquement à partir des risques, c'est-à-dire un impact négatif sur la santé, la sécurité et l'environnement. Et là, on va déployer toutes les recherches toxicologiques, éco-psychologiques, etc., pour appuyer qu'il y a effectivement cet impact sur, ici, la santé, la sécurité et l'environnement. Donc, je ne sais pas si vous voyez venir la science, prend des faits et pose un jugement de valeur à partir des faits recueillis. Il passe du jugement de fait au jugement de valeur sur ça menace la santé, ça menace la sécurité ou ça menace l'environnement. Ce jugement implicite est déjà dans la science. Et c'est ce qui est, depuis le début de la commission, ces éléments-là ont toujours été soulevés. Et on va y revenir tout à l'heure, parce que c'est ce qui a amené un nouveau mouvement pour essayer de penser la gouvernance. Donc, je ne sais pas si vous voyez ici, c'est que dans l'univers juridique, ce qui compte, c'est les jugements de valeur. Les trois seules valeurs où il peut y avoir un impact négatif, c'est elles qui sont considérées. Tous les autres impacts ne sont pas mis en balance. Et tout s'appuie sur les données scientifiques. Donc, évidemment, alors, ce qu'on va donc toujours retrouver, c'est pas pour rien qu'il est apparu le fameux principe de précaution concernant la certitude scientifique. Mais qu'est-ce qu'on fait si ce n'est pas certain? Parce que si vous avez juste un modèle scientifique, vous allez faire quoi? On l'entend aussi aux États-Unis. Hein? On n'a pas de preuves. Hein? Le réchauffement climatique, c'est pas prouvé de façon absolue. Hein? Donc, oui, mais est-ce qu'il ne faut pas... Je ne sais pas si vous comprenez. Si c'est la science qui décide seule et qui détermine le jugement de valeur, tel qu'on l'a vu dans ce modèle-là, dans le modèle juridique, à ce moment-là, on a fait intervenir autre chose pour essayer d'atténuer avec ses forces et ses faiblesses de cet impact-là.
Ce qui va se faire, comme je le disais, c'est uniquement sur ces risques-là, et c'est par la science qu'on va déterminer jusqu'où une valeur est menacée ou pas. Et c'est scientifiquement, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer. Ben, écoute, les gens fument, donc sont pliotoxiques, donc c'est l'équivalent, là, alors pourquoi qu'il y a plus là, etc. Donc, on va faire des mesures comme ça avec les risques déjà tolérés ou acceptés d'une société pour essayer de simplement dire que c'est le jugement de valeur ici, donc se tient lieu. Et quand vous allez à l'Organisation mondiale du commerce, on s'aperçoit de quoi? Comment se fait la pondération? C'est coût-bénéfice. Et donc, on voit que toute l'Organisation mondiale du commerce, il faut vraiment que ça soit grave avant de limiter le commerce. Donc, on a cette structure pondérée de l'économie directement dans le droit à l'heure actuelle, et on sait qu'on est devant ça à chaque moment, qu'on essaie de penser des alternatives à, ici, la gouvernance. Alors, dans ces modèles-là, que fait-on avec les enjeux éthiques, légaux et sociaux? Bien, ce qui va se faire, c'est qu'on va surtout s'appuyer, puisqu'ils ne rentrent pas dans décision de réglementer, c'est de laisser libre cours au marché. Et donc, tout ce qui va être le développement d'éthiques, légaux et sociaux vise essentiellement d'amener l'acceptation sociale. Mais si les gens veulent, c'est leur problème, on va pas s'exposer, il suffit que les gens l'achètent. C'est le marché qui va décider si c'est valable ou pas. Et on va voir, donc, stratégie de marketing, et on va voir aussi un impact au niveau des enjeux légaux. Hein? Mon jeune collègue va travailler. C'est juste ce développement de tout ce qu'on appelle le droit souple, le soft law, qui vient essayer de baliser comparativement au droit réglementaire. Vous avez donc toute une mouvance du droit à l'heure actuelle qui essaie de compenser par rapport ici à ces éléments. Je ne sais pas si vous comprenez, puisqu'on ne prend pas compte dans le droit dur réglementaire des facteurs, on va développer toute nos sphères de droit, ce droit souple, selon le Conseil d'État. Avant, on appelait ça le droit mou, mais on a reconnu une catégorie de droit souple aujourd'hui à l'intérieur. C'est dit. Et on laisse à la société, au rapport de force, aux impacts. Les gens veulent, n'en veulent pas, ils manifesteront, ils feront telle chose, etc. Mais ce n'est pas une position, vous n'avez pas une délibération à ces éléments-là. Qu'est-ce qui est apparu et qui s'est développé en réaction à cela depuis le début? Hein, et c'est intéressant parce que c'est avec la génomique qu'on a commencé à appeler ça les gels. Et c'était le premier à amener ça ici au Canada, de commencer à dire non, mais il faut tout mettre ça ensemble. Il ne faut pas mettre de côté juste santé, sécurité, environnement, puis les autres côtés. Il faut que ça soit intégré dans l'ensemble du raisonnement sur l'acceptabilité du développement technologique. Et ça, c'est s'en aller vers un modèle que nous autres, on a le groupe Internet, vous comprenez où est-ce qu'on s'inspire par ce biais-là. C'est effectivement, il y a 3 environnement, économie, éthique, légaux et sociaux, comme étant un ensemble à partir de quoi. Et ça, c'est toute la montée de la sociologue Sheila Jasanoff qui a fait de très belles publications pour montrer comment, avec les OGM, a été mise en branle tout cet empire du pacte qu'elle appelait du pacte de la science et du droit réglementaire, et que ça a forcé à repenser les limites de la science pour penser notre droit réglementaire en matière de développement technologique. Et on a vu dans nos sociétés, avec les OGM, 89 au Danemark, on a voulu prendre en compte ces éléments autres que le droit réglementaire ne tenait pas. Et c'est toute l'émergence des conférences citoyennes, toute l'émergence de là, on allait voir le monde. Et ce n'était pas juste une question d'acceptation sociale là, pour vendre le produit, mais les gouvernements sont sensibles à ce moment-là à comment on avance pour essayer de mieux être au fait de ces autres conséquences-là et de les prendre en charge dans la régulation du développement technologique. Donc, tous ces efforts. Alors, je ne sais pas si vous voyez la créativité qu'on a dans nos sociétés depuis on fait partie de ça, là, nous. Comment trouver des solutions et comment participer à trouver ici des solutions à tout cela. Au point de vue plus global, ce que ça amène d'un point de vue éthique, c'est que plus vous intégrez, plus à ce moment-là, vous allez passer d'une analyse de risque à un ensemble d'analyses d'impact.
Et c'est pour ça, dans nos travaux qu'on a publiés récemment dans le c'est Engineering Ethics, notre grille, notre framework qui était dans le projet Joan Patnaud qu'on voulait monter pour faire une analyse globale, ça nous amène, comme on disait, à identifier les conséquences. Mais vous voyez ici comment, vous voyez ici que l'analyse uniquement de risque et l'analyse d'impact, ça doit se globaliser et on arrive au jugement d'acceptabilité et là on peut modéliser bien les choses concernant si vous allez uniquement dans le risque ou si vous allez vers une analyse globale, ici une globale d'impact. Donc on revient toujours à la même chose, c'est puisqu'on a plus d'entrées d'impact, c'est comment on amène les différentes évaluations pour arriver à des pondérations. On est toujours dans le même paramètre. Si vous voyez la différence entre économie et l'autre, qui est le propre du droit, et des modèles comme celui-là qui essaient de prendre en compte, en charge, un ensemble de conséquences au niveau de la société. Troisième point, la démocratie. Ben, je pense qu'on peut rapidement passer sur le premier point. Je pense que... Pensez-vous vraiment que par les élections, on va régler le problème du développement technologique? On en rit, mais vous comprenez les conséquences au niveau social. C'est notre seul instrument. Notre seul instrument, et nos politiciens passent par « Ah, j'ai été élu, on m'a élu, j'ai le mandat, et donc on a élu M. Harper, on était tous pour les sables bitumineux. » Donc, comprenez-vous? Et là, vous avez nécessairement ici une faillite du politique. Là, c'est se rendre compte que le développement technologique vient amener une réflexion sur l'incapacité du modèle politique actuel tel qu'il est à résoudre ce problème-là pour la société, pour le mieux-être social. Donc, on peut comprendre pourquoi, au niveau politique, quand on parle d'éthique dans ce sens-là, c'est aussi menaçant, parce qu'on vient ici apporter, écoutez, c'est pas parce que vous avez été élu que c'est suffisant pour amener cela. Donc, devant cette idée-là, ce constat-là, bien, vous allez avoir différentes tentatives. La plus belle, à ma connaissance, c'est la création en France du débat public et de l'institution de l'organisme de débat public en France, qui est une émanation, ils sont inspirés du BAP à l'époque, ici, mais ils l'ont agrandi pour assurer, et donc si vous allez sur leur site, c'est vraiment pour permettre aux gens d'exprimer leur point de vue, vous donner la parole et se faire entendre. Et ils vont préciser sur le site que, depuis 10 ans, multipliez les actions pour que votre avis, vos arguments soient entendus et relayés. Je retiens argument. Elle agit pour que vos questions ne restent pas sans réponse et que votre opinion puisse être exprimée et la prise en compte en matière concrète. Donc, c'est vraiment une institution publique qui va faire des débats, soit locaux, etc., mais ils ont été assez audacieux, je parle d'audace, pour faire un débat public sur les nanotechnologies en 2009-2010. Et ce débat public a fait partie d'analyse avec mon collègue Charles-Étienne et Louise Bernier nous sommes au volet gouvernance dans la recherche de Joan Patnaud. Et en regardant ce débat public, on essayait de comprendre à la lumière de la grille que je viens de vous présenter, comment se fait que le dialogue se faisait. Et donc, ça nous a permis de voir que tout ceci est un succès mitigé pour plusieurs raisons. D'abord, avant, on prenait une question d'environnement, c'était une mesure concrète. Mais là, quand tu prends une nano avec toutes les utilisations possibles, c'est très vaste. Comment tu fais un débat public sur les nanos en général? Et ça, c'est le problème, c'est que ça devient les nanos et pas tous les usages possibles et potentiels. Je sais pas, déjà là, comment vous cadrez ce genre de questions-là pour faire un débat public? L'autre, c'était la controverse du mouvement Pièces et main-d'œuvre de Grenoble qui a perturbé les débats à Vieille les Glaces. Ils ont vraiment empêché les gens de discuter. Alors, pourquoi? Parce que Pièces et main-d'œuvre disait, écoutez, c'est un faux débat public. La France a déjà investi des milliards d'euros en développement des nanotechnologies. Vous allez me faire croire qu'elle va arriver ici dans le débat public et dire « Oh non, on va sortir du champ. »
Donc, vous voyez, quand je disais tout à l'heure, trop tôt, trop tard, à quel moment tu prends ce débat-là? Et qui fait que les opinions peuvent ici s'exprimer. Et l'autre chose qu'on voit dans tout ça, c'est comment tu amènes la complexité de ces questions scientifiques dans la population. Comment peux-tu amener ça? C'était un des défis et effectivement aussi des groupes, des conférences citoyennes où on a essayé justement de relever ce défi-là par le biais de plusieurs choses. Alors, ça nous a amené effectivement dans les nombreuses critiques, on s'est aperçu, texte à venir, comment tout le débat s'est conçu sur la distinction, parce que c'est émané de l'État. Donc, on a pris implicitement la conception LS-Texas, et qu'on s'est aperçu que quand le débat se faisait, ceux qui étaient opposés étaient là. Ils voulaient que ces éléments-là soient d'un modèle ELS. Donc, on avait vraiment une confrontation entre les modèles que je viens de vous présenter. Et ici, aussi, l'autre chose, c'est pour ça que j'ai insisté sur le mot argument, parce que dans la culture française, ce qu'on a, c'est on demande des positions. Et on fait des défenses de position. Alors, êtes-vous capable de dialoguer quand tout le monde a déjà blindé sa position? Avez-vous un instrument pour sortir de là? Sinon, vous constituez simplement un rapport de position et d'opposition. Et ici, on n'est pas capable de construire. Et plus fascinant encore, c'est que même si on demandait que les gens défendent leur position, la faiblesse dans les rapports des arguments présentés, elle était incroyable. C'est que les principales questions ne sont pas vraiment débattues, précisées, même par vos organismes. Puisque c'est une position, c'était plus une défense d'intérêt qui était posée. Pour relever le défi, il reste quelques minutes. Relever le défi, comprenez bien, il faut situer les travaux de la Commission dans cet horizon-là, de relever ce défi dans notre société. Et moi, je vois les travaux de la Commission, donc on parle là de nouveau rattachement, mais tout le défi de la Commission, c'est de faire ce débat, amener des gens, des expertises, à essayer c'est un élément, c'est une forme de démocratie. Elle n'est pas représentative, elle n'est pas élective, mais c'est une forme de démocratie de demander à des acteurs de se mettre ensemble pour essayer de faire un avis. Vous avez là tout un mouvement où, pour assurer les nouvelles gouvernances, il faut s'en aller vers les acteurs. Il faut s'en aller vers ce qu'on appelle souvent ici la responsabilité sociale des entreprises et des acteurs. Donc, ce qui va apparaître, c'est plus qu'on va vers la responsabilité sociale, tu n'es plus dans un modèle ici où, quand on le fait, on vient une fois que c'est fait, puis l'on juge de l'extérieur, il est trop tard. On est dans des modèles qui visent davantage à intégrer l'éthique au fur et à mesure du développement. Mais je sais pas, vous voyez que je reviens à mon introduction, mais de quel développement parle-t-on? Parce que si on est dans le développement ingénieur, il va arriver toujours trop tard. Si les usages, tant que les usages ne sont pas là, il faut vraiment faire un mix des deux modèles pour pouvoir apporter les questionnements sur l'éthique au fur et à mesure de l'accompagnement. C'est pour moi l'élément vers lequel on va. Il faut s'en aller vers les acteurs, il faut amener les acteurs à prendre leur part, mais aussi à outiller les acteurs pour être capables d'arriver à assurer ce développement ici responsable. Donc voilà, mon but aujourd'hui, c'était pour vous faire une grande carte que j'ai brossée rapidement. Puis je pense que dans toutes nos communications, tout ça, on va tourner autour de ces trois sujets-là pendant la journée. Et j'espère que ceci va pouvoir éclairer nos débats. Merci.